Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Le sommaire, c'est maintenant. Lancement officiel du centre de formation professionnelle de transfusion sanguine. L'activité a fait l'objet d'une conférence de presse tenue ce mardi matin par le ministre de la Santé. Les précisions dans un instant. Amnesty International a lancé une nouvelle campagne au profit des défenseurs des droits humains. Elle a nom « Osons le courage ». Les détails dans cette édition. Retour au calme en Côte d'Ivoire. Les soldats mutins qui ont semé le trouble dans le pays pendant 4 jours ont accepté mardi l'accord annoncé par le gouvernement et sont d'avis à rentrer dans leur caserne. À nouveau, bonsoir. Le ministre de la Santé était face aux hommes des médias ce matin. Alassane Seydou et le directeur général de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine ont procédé au lancement officiel du centre de formation professionnelle en transfusion sanguine. Ce centre permettra d'assurer la qualité, la disponibilité et une utilisation rationnelle du sang et de ses dérivés. On fait le point avec Laurent Tonekes et Denis Marouya. Le Bénin dispose désormais d'un centre de formation professionnelle en transfusion sanguine sous tutelle de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine et du ministère de la Santé. L'Agence nationale pour la transfusion sanguine, depuis sa création en 2012, a pour mission d'assurer la disponibilité des produits sanguins de qualité et en quantité sur toute l'étendue du territoire national et en assurer l'utilisation rationnelle par un personnel qualifié et spécialisé. Mais ce personnel en nombre insuffisant est confronté à d'énormes difficultés, selon le ministre Alassane Seydou. Les actes transfusionnels sont réalisés sur la base des formations générales délivrées par les instituts de formation. Les capacités de ces agents sont à renforcer eu égard à l'impact de ce type de soins dans la vie des patients. Malgré cette situation, l'acte transfusionnel, qui est a priori un acte médical, est habituellement délégué aux paramédicaux, étant donné les nombreuses autres responsabilités qui incombent aux médecins. Par ailleurs, les départs à la retraite sont nombreux ces dernières années sans qu'il soit possible d'assurer une relève de qualité. Face à cette situation, il urge de renforcer durablement les capacités des paramédicaux en transfusion sanguine et d'assurer le remplacement des partants. Pour concrétiser cette volonté et en application du décret numéro 14-787 du 31 décembre 2014, le centre de formation professionnelle en transfusion sanguine est créé. Cette formation permettra au personnel de santé d'améliorer ses prestations en transfusion sanguine à travers une utilisation de plus en plus rationnelle des produits sanguins, l'amélioration de la qualité des soins et le fonctionnement efficace des comités d'hémovigilance. Durant 8 mois, des infirmiers et sages-femmes diplômés d'État, des biotechnologistes seront formés par des spécialistes en transfusion sanguine et en médecine légale, essentiellement tant en théorie qu'en pratique. La création de ce centre a été rendue possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. La première promotion de ce centre de formation professionnelle en transfusion sanguine est constituée de personnel choisi au niveau des directions départementales de la santé. Une actualité relative aux droits humains. Amnesty International lance une nouvelle campagne au profit des défenseurs des droits humains. Elle a nom Osons le courage. Le lancement de cette campagne du Bénin a eu lieu ce matin au Champ d'Oiseaux à Cotonou. On fait le point avec Carole Olaye et Fréjus Fiossi. Osons le courage, c'est la nouvelle campagne lancée officiellement par Fidel Kikan, directeur de Amnesty International Bénin, qui vise la défense et la protection des défenseurs des droits humains. En effet, les attaques contre ces personnes qui œuvrent en faveur du respect des droits de l'homme et de la liberté d'expression ont atteint un niveau préoccupant dans le monde. Et c'est donc pour remédier à cette situation qu'Amnesty International, à travers 2 documents officiels intitulés « Défenseurs des droits humains menacés et les voix critiques étouffées », entend combattre les mesures prises par les plus forts pour menacer, attaquer, intimider et harceler ces hommes et femmes qui portent haut la voix des sans-voix. Au lieu d'encouragement et de facilitation,
On a tendance de plus en plus, en tout cas dans la région ouest africaine, et dans des exemples précis de notre pays que je vais vous donner, on a tendance à assister à l'intolérance et à l'hostilité des pouvoirs publics. Et nous pensons qu'en lançant ces genres de campagnes, pour oser le courage, nous allons oser le courage pour que jamais des lois comme ça ne viennent restreindre légalement nos libertés acquises. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs acteurs de la société civile ont fait des témoignages qui démontrent qu'au Bénin, la liberté d'expression et de défense des plus démunis n'est pas totale. J'ai reçu 8 balles. On en a retrouvé 53 dans le véhicule. J'en ai encore 2 dans le corps que je traîne depuis bientôt 4 ans. J'ai une infection à l'intérieur de l'oreille parce que les chevrotines que j'ai dans le corps se reposent sur des nerfs. Et ça me dégage de la chaleur dans le corps. Et ça me donne des picotements. Voilà ce que je subis. Parce que je suis défenseur des droits de l'homme. Parce que j'opine selon ma conviction par rapport à ce qui se passe dans le pays. Nous avons un devoir de contrôler l'agent public. C'est nos droits. Parce que nos pays sont à nous. Les biens sont à nous. Par là. Parce que ce qu'on assassine, c'est la jeunesse. Ce qu'on assassine, c'est nous et nos enfants. Ce qu'on assassine, c'est le Bénin qui ne décolle pas. À travers cette campagne Osons le courage, Amnesty International adresse aux États, aux entreprises, aux organes régionaux et internationaux de défense des droits humains des mesures et recommandations dont la mise en œuvre est un point de départ pour garantir aux défenseurs des droits humains un environnement plus sûr et plus favorable. Une question dans ce journal, y a-t-il une place pour l'éthique en politique au Bénin? Cette question, vous êtes nombreux à vous la poser peut-être ou pas. Les transhumances politiques et les récents événements observés au Bénin, dont les changements de camp notés chez certains parlementaires avec pour conséquence la formation du bloc de la majorité parlementaire, peuvent susciter l'interrogation dont je vous parlais. Et voici ce que nous en disent certains Béninois politiques. Quelle place pour l'éthique? C'est un sujet de Fréjus Sséouin et de Romaric Devochi. La politique est un sujet de prédilection pour les Béninois. Depuis les dernières joutes électorales et les bouleversements politiques en cours, une préoccupation se fait plus persistante au sein de l'opinion. La politique se fait-elle sans l'éthique au Bénin? Martin Asogba, membre actif de la société civile et président de l'ONG Alcré, semble avoir, lui, une réponse. Si vous suivez la politique d'autres pays, même celle de la France, dont nous sommes tributaires, vous pensez que sous des cieux, il y a ce qu'on appelle l'éthique dans la politique? Il n'y a pas d'éthique dans la politique. Le politicien, il suit le vent selon ses intérêts. Les politiciens ne me cœurent pas. C'est leur job. Des gens qui étaient avec l'ancien président Yahi Boni, qui l'adulait, qui disait si Yahi Boni dit d'aller en avant, ils iront en avant. S'il dit d'aller en arrière, ils iront en arrière. Mais aujourd'hui, vous entendez leur langage? Parce que les choses ont changé. Toutefois, avec le sociologue Jacob Jossou, Martin Asogba relativise. Il y en a qui tentent d'imprimer un peu d'éthique dans leur comportement. Mais ils ne sont pas nombreux. Parce que lorsque vous avez aussi le bonheur du peuple à cœur et qu'il y a des alliances qui ne vous permettent pas d'aller de l'avant pour mieux servir, c'est bien de changer. Mais ces moments-là, ils observent chaque fois. Chaque fois. Et on se demande, mais est-ce qu'il y a une règle là qui dicte le comportement de nos autorités politiques? Et je crois que cela a déserté le forum. Une désertion qui impacte déjà négativement la jeunesse, selon Martin Asogba. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont aussi dans la politique, politicienne, et qui font déjà exactement comme
ces personnes-là. C'est-à-dire, dire des contes vérités pour eux, c'est zéro, c'est rien. Eux, ils s'en fichent. Cette absence de l'éthique dans la politique remonterait au non-dit de la Conférence nationale de 1990, selon le sociologue Jacob Diossou, qui pense qu'il est temps de remettre le sujet sur la table au regard de son importance dans la gestion des affaires publiques. Nous devons avoir le courage aujourd'hui de nous dire de quel type de leader nous avons besoin. Quelles sont les valeurs qui vont fonder leurs actions? Oui, parce qu'en parlant de l'éthique, ça touche aussi la morale. Mais si ces valeurs-là ne sont pas confessées dans des familles, on ne pourra pas l'avoir dans la société. Parce que toutes ces personnes sortent des familles. Et vous savez, dans le passé, on ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des valeurs, des principes qu'il ne faut pas violer dans les familles. Placer l'éthique au cœur de la politique, une lourde tâche qui incombe aux électeurs et aux politiques, conclut Martin Assogba. S'ils veulent se faire considérer, s'ils veulent avoir une bonne image, c'est à eux de savoir comment se comporter aux yeux des populations. Parce que, et aux yeux de leurs enfants, mais c'est aux populations de les mettre au pas. Si vous ne voulez plus que ceux-là fassent comme des girouettes, c'est de ne plus voter pour eux. Restons dans la même veine, mais parlons cette fois-ci de la nomination du Premier ministre en France, Édouard Philippe, homme de droite, député en maire Les Républicains, jamais ministre, est depuis ce lundi le plus jeune locataire de Matignon. Comment comprendre ce choix qui crée une alliance inédite en France? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Seoua et Damien Pedro. L'événement est inédit en France sous la Ve République, un premier ministre de la droite nommé par un président issu de gauche. Le chef d'État français Emmanuel Macron a osé le faire. Édouard Philippe, homme de la droite, député maire Les Républicains et jupéiste, est désormais son premier ministre. Une décision incomprise à gauche. À droite, le secrétaire général de Les Républicains parle d'une décision individuelle et non d'un accord politique. Pour James William Baguidi, enseignant en histoire des relations internationales et journaliste, cette manœuvre a un objectif bien précis. Il faut y voir un objectif qui est très politique. Le président Emmanuel Macron, dans sa marche vers le pouvoir, a réussi un pari qui est un peu fou. C'est celui de démanteler la gauche. On a vu un Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste, arriver avec à peine 6% des suffrages au cours du premier tour de l'élection présidentielle. On a vu l'extrême gauche monter énormément, mais dans le même temps, on a vu que les autres forces de gauche qui habituellement accompagnaient le Parti socialiste ont pratiquement disparu de l'échiquier politique. Maintenant, il lui reste à gagner les élections législatives d'ici un mois. Et pour gagner ces élections législatives, Emmanuel Macron a besoin de faire la synthèse, encore une fois, entre la gauche et la droite. Et le meilleur moyen qu'il a trouvé, je pense que c'est le moyen le plus intelligent, c'est de se servir d'un homme de droite, en l'occurrence Édouard Philippe, qu'il a nommé Premier ministre, qui désormais donc sera opposé très ouvertement aux autres candidats de la droite, qui va même utiliser ou inviter des personnalités de droite à le rejoindre dans cette gouvernance de la France qu'il va impulser aux côtés de Emmanuel Macron. C'est un pari qui est risqué, mais c'est un pari quand même assez intelligent. Avec cette cohabitation au sein de l'exécutif français, quelle gouvernance peut-on observer en France ? Il ne s'agit pas pour Édouard Philippe de venir imposer une gouvernance à la France, puisque ce n'est pas lui qui a été élu. Celui qui a été élu, c'est Emmanuel Macron, c'est lui qui décide de la politique qu'il va mettre en œuvre. Il veut mettre en œuvre une politique de centre-gauche, et dans cette idée, il ne reviendra pas à Philippe d'essayer de changer la donne. Forcément, en tant qu'homme de droite qui continue de se revendiquer homme de droite, il aura des propositions. Mais je pense que le programme d'Emmanuel Macron est un programme qui est très clairement un programme
qui va un peu vers la droite, qui, dans certains de ces aspects-là, était totalement inacceptable pour les forces de gauche. On l'a vu avec les frondeurs quand il était encore ministre des Finances. Et donc, dans cette idée, le Premier ministre peut parfaitement se retrouver intégré et accompagner ce programme, comme il peut ne plus être là d'ici les élections législatives, parce que si jamais Édouard Philippe n'emporte pas les élections dans son propre fief, dans sa propre circonscription, il est très peu probable qu'il soit maintenu au poste de Premier ministre à l'issue de ces élections. La nomination d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre de la France vient fissurer davantage la gauche et la droite. Et même si les différents partis de ces mouvements essaient de se réformer, les élections législatives risquent de porter un coup fatal au clivage gauche-droite avec un Emmanuel Macron qui s'illustre en un requin politique. Actualité en dehors du Bénin, retour au calme en Côte d'Ivoire. Les soldats mutins qui ont semé le trouble dans le pays pendant 4 jours ont accepté mardi l'accord annoncé par le gouvernement et sont rentrés dans leur caserne. À Abidjan et Bouaké, les 2 principales villes de Côte d'Ivoire, la vie a repris son cours normal et c'est une joie pour les populations de pouvoir mener leurs activités sans aucune crainte. Quelques soldats mutins se prononcent. Tout est rentré en ordre. On nous a dit que tout est rentré en ordre. Donc nous aussi, on rentre en caserne. On veut que ça s'arrête là. On ne veut plus continuer. Ce n'est pas nos souhaits. On dit chaque fois, on se lève et puis maintenant on tire dans la ville, vraiment. Ce n'est pas nos souhaits. On est content pour l'accord qui a été trouvé. Je trouve qu'on a trouvé un terrain d'entente. Nous allons rentrer en caserne. Depuis ce matin, nous sommes là. On va tenir le corridor comme avant. La sécurité va régner comme avant. Donc à présent, nous sommes là. Économie à présent, le Maroc et le Nigeria veulent d'un gazoduc pouvant les relier. À cet effet, des dirigeants des 2 pays ont fait hier à Rabat le lancement de l'étude de faisabilité du projet. Horacia Djodji. Le Maroc et le Nigeria ont officiellement lancé lundi à Rabat l'étude de faisabilité d'un méga projet de gazoduc reliant les 2 pays par la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Les gens ont vu aujourd'hui qu'il y a de la crédibilité dans cette action. Il y a moins de 6 mois, c'était une annonce. Aujourd'hui, on lance les travaux de faisabilité avec un échéancier bien clair. Des responsables des 2 pays ont signé un protocole d'accord au cours d'une cérémonie au Palais Royal de Rabat en présence du roi Mohamed VI et du ministre nigérian des Affaires étrangères Geoffroy Onyeama. Selon cet accord entre la compagnie pétrolière nationale nigériane et l'Office national des hydrocarbures et des mines marocain, l'étude de faisabilité du projet prendra 1 an sous la supervision d'un comité de pilotage géré par les entreprises publiques. L'annonce de ce méga-projet avait été faite début décembre à l'occasion d'une visite de Mohamed VI à Abuja où il avait rencontré le président nigérien Muhammadu Buhari, marquant ainsi un net réchauffement des relations entre les 2 pays. Ce gazoduc doit parcourir près de 4000 km et traverser une dizaine de pays pour à terme être connecté au marché européen selon ses promoteurs qui y voient un modèle de coopération sud-sud. Il pourrait bénéficier à 300 millions d'habitants et changer le visage de cette partie du continent selon eux. Le projet apportera beaucoup d'avantages. Avant tout, il va promouvoir une plus grande coopération interafricaine, il va créer des emplois dans ces pays et il va créer un marché très lucratif en Europe. Les relations entre Rabat et Abuja ont longtemps été distinctes en raison du soutien du Nigeria au Front Polisario qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, territoire contrôlé et considéré comme sien par le Maroc. Actualité en France, le nouveau gouvernement de Macron devra encore attendre. Initialement prévu ce mardi en fin de journée, l'annonce du gouvernement du Premier ministre Édouard Philippe a été reportée à mercredi 15h heure de Paris. Le président Emmanuel Macron et son Premier ministre souhaitaient en effet se donner un temps de vérification des situations fiscales et d'éventuels conflits d'intérêts.
Entre Los Angeles et Paris qui va accueillir les Jeux Olympiques 2024. Dans ce contexte, le président français Emmanuel Macron a reçu mardi à l'Élysée la commission d'évaluation du CIO en visite pour étudier la candidature de Paris à l'organisation des JO 2024. Il a apporté un soutien de poids à la candidature de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques. Le chef de l'État a annoncé sa présence à Lima en septembre prochain, jour du vote des 95 membres du CIO, mais également les 11 et 12 juillet à Lausanne pour la dernière présentation devant l'instance olympique des dossiers de candidature. Ce devait être une simple visite diplomatique. La réception à la Maison-Blanche par Donald Trump du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, mais cette visite suscite de nombreuses polémiques. Donald Trump se retrouve dans la tourmente. Il est accusé d'avoir révélé des informations classées secret défense à ses interlocuteurs russes la semaine dernière. Selon le Washington Post, il a évoqué des renseignements concernant une opération du groupe État islamique. La Maison-Blanche a tenté de régler le problème en étant évasif, selon l'agence France Presse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, pour le même exercice.